Bonjour, bienvenue au talk Orange Le Figaro. Depuis l'université d'été du MEDEF, nous recevons aujourd'hui le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de participer à une conférence dont le thème était l'émergence des nouvelles autorités. Croyez-vous que la crise ait rendu nécessaire une nouvelle régulation mondiale ? Oui, la crise a renforcé la nécessité de régulation et d'autorité mondiale dans certains domaines, à commencer par la finance, qui était probablement l'activité économique la plus globalisée qui soit sur cette planète et qui se trouvait être la moins régulée. Le commerce international, la santé en matière internationale était mieux régulée que la finance. Et donc cette crise, je crois, va permettre de boucher ce trou et en tout cas d'apporter certaines améliorations. Si je vous suis bien, ça veut dire plutôt l'émergence de nouveaux régulateurs financiers, mais pas nécessairement de nouveaux régulateurs commerciaux. L'OMC s'est adapté à cette crise, a montré sa résilience. Disons, l'OMC a été un peu un précurseur. Les raisons pour lesquelles on a les fondateurs de ce qui a été l'ancêtre de l'OMC à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était pour éviter la catastrophe des années 30. Quant à une crise économique du même style que celle d'aujourd'hui, bien sûr avec une échelle et un moment différents, les gouvernements ont répondu par un protectionnisme, chacun pour soi, qui, chacun le sait, les analyses historiques sont claires, a considérablement aggravé cette crise. Donc l'OMC, elle a été mise en place comme une espèce d'assurance contre le protectionnisme. Et cette crise, qui a été au fond son premier vrai test mondial en grandeur nature, jusqu'à présent, le système a marché. L'OMC a protégé l'économie mondiale, ses 153 membres, et aussi d'ailleurs les autres, d'une vague protectionniste qui n'aurait fait que empirer la crise. Alors, je dis à ce stade, parce que, comme nous le savons, on n'est probablement pas encore tout à fait sorti de cette crise. Quels sont les principaux risques pour d'éventuels protectionnismes à venir? Qu'est-ce qui pourrait forcer les États à redevenir de plus en plus protectionnistes dans les prochains mois? Le chômage, la situation de l'emploi, la dégradation du marché de l'emploi avec cette crise, le fait que l'emploi ne récupère, s'il récupère, que pas mal de temps après l'économie, et le risque majeur. Sur le plan politique, ce qui crée le besoin de protection, c'est l'insécurité de l'emploi. Et même si le protectionnisme ne protège pas, ou en tout cas ne protège plus dans le monde d'aujourd'hui, il reste que souvent cette pression sur le tissu économique et social, cette peine que la crise inflige à l'emploi, aux salariés, se traduit par une demande que certains politiciens peuvent tenter d'interpréter ou d'aiguiller dans une direction protectionniste. Donc il y a là un risque, encore une fois, jusqu'à présent, il a été correctement maîtrisé et il a fallu ramer pour cela, mais l'existence de disciplines internationales fortes est certainement pour beaucoup dans l'explication de ce succès pour l'instant. L'émergence de l'environnementalisme dans l'économie mondiale, est-ce qu'elle pourrait être source de protectionnisme à long terme? Je songe par exemple à la mise en place de futures taxes carbone aux frontières, telles que l'envisagerait la zone euro. Est-ce que ça peut être une forme de protectionnisme déguisé qu'il faut regarder à long terme? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui, compte tenu du caractère extrêmement inachevé de la gouvernance mondiale sur le plan environnemental. Aussi longtemps que les membres de la communauté internationale n'auront pas convergé sur ce qu'il faut faire pour maîtriser le changement climatique et les émissions de carbone, il est très difficile d'en tirer des conclusions comme ça dans l'absolu. Mais la vérité, c'est que si vous regardez la constitution de l'OMC, si vous regardez les textes qui la régissent, qui sont des traités et qui expriment les principes qui nous gouvernent, le commerce et la santé, le commerce et l'environnement sont des sujets qui ont été pris en compte.
à l'OMC, vous êtes en droit de restreindre tel ou tel échange commercial au nom de la protection de la santé ou de l'environnement. Alors, dans des conditions qui sont spécifiques, qui sont précisées par nos accords, quand il y a une tension entre la nécessité de protéger la santé et la nécessité de garder l'ouverture des échanges, ceci est apprécié au cas par cas, soit par les membres dans leurs accords, soit par notre mécanisme de règlement des différends. Quand l'Europe a voulu importer l'importation de produits amiantés, par exemple, elle l'a fait. Il y a eu un contentieux à l'OMC et le mécanisme des règlements des différends, dans ce cas-là, a donné raison à l'Europe. Donc c'est une affaire de gestion de cette tension et de ce point de vue-là, il y a le feu ni rouge ni vert, il est orange, ça dépend. D'accord. Vous avez annoncé hier que le commerce mondial avait rebondi de 25% au premier semestre. Ça a comparé à une chute de 12% en 2009. Est-ce que ça veut dire que la crise est derrière nous ? Non, c'est pas tout à fait à comparer à 12% en 2009 parce que le chiffre de 25% que nous avons sorti hier est un chiffre en valeur, alors que le 12% de réduction de 2009 est un chiffre en volume. Et dans le commerce international, il y a beaucoup d'effets valeur et beaucoup d'effets volume. Mais disons, ce que nous avons vu jusqu'à présent confirme notre pronostic, notre prévision, qui est d'une reprise très forte du commerce international en 2010, après une chute très forte en 2009. Ça ne dit pas ce qui va se passer par la suite, ça dit qu'il y a eu un grand plongeon en 2009, il y a une grosse reprise en 2010, qui bénéficie d'ailleurs du fait que le commerce international est resté ouvert. On n'aurait jamais eu cette reprise du commerce international, qui est si fondamentale pour un certain nombre d'économies, essentiellement dans les pays en développement, si le système commercial n'était pas resté ouvert. 2011, trop tôt pour dire. Mais à ce stade, il est probable qu'on va récupérer en 2010 à peu près tout le terrain en volume qui avait été perdu en 2009. Toujours dans ces chiffres publiés hier, on voit que la Chine fait plus 41% depuis le début de l'année, le Brésil plus 29%, l'Union européenne plus 13% en termes d'exportation. Est-ce que vous craignez qu'on assiste maintenant à un monde vraiment à deux vitesses ? Le monde a toujours été à 36 vitesses. J'étais en Afrique australe hier, j'en suis revenu ce matin. Je peux vous garantir qu'eux, ils ont conscience, dans un certain nombre de ces pays, d'avoir un monde à plusieurs vitesses depuis des siècles. Donc le monde a toujours été à plusieurs vitesses, simplement ces vitesses se redistribuent dans le monde d'aujourd'hui. Nous le savions que ça allait arriver. D'ailleurs, l'OMC en a été certainement un précurseur de ce rééquilibrage géopolitique et donc géoéconomique. Et on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez l'Europe et le Japon qui patinent, les États-Unis qui hésitent, et le moteur de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est effectivement la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie. Donc il y a un rééquilibrage. En tout cas, les équilibres sont différents. Justement, votre dernier rapport annuel publié cet été est assez positif sur la Chine, dont vous estimez qu'elle joue le jeu du commerce mondial. Ça contraste un peu avec ce qu'on entend de la part des patrons, notamment des patrons européens et américains, qui estiment avoir de plus en plus de barrières sur le terrain de la part des autorités. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire ? Mais l'OMC est une organisation intergouvernementale. Ce sont les gouvernements qui représentent les membres de l'OMC à l'OMC. Et donc, ce que les patrons disent au gouvernement est une chose, ce que les gouvernements disent au gouvernement à l'OMC peut en être une autre. Nous avons à l'OMC des règles que la Chine a souscrites quand elle est entrée à l'OMC, et la Chine est entrée à l'OMC en payant un ticket d'entrée assez onéreux pour elle, en tout cas si on regarde les choses historiquement. Et si que la Chine applique ses engagements ou ne les applique pas, est une question qui se pose tous les jours à l'OMC. Je ne suis pas, moi, le procureur de la mise en conformité des comportements de mes membres
à leurs obligations. Il y a des cas où certains des membres de l'OMC contestent le fait que la Chine est en accord avec ses obligations à l'OMC, de même qu'il y a des cas où la Chine conteste que les Américains ou les Européens sont en accord avec les obligations à l'OMC. L'essentiel, c'est que s'il y a doute, s'il y a tension, s'il y a désaccord, s'il y a friction, nous avons un système qui permet de traiter ces questions. Si un gouvernement pense que la Chine ou les États-Unis ou l'Europe ne se conforment pas à ces obligations, nous avons des procédures qui permettent de mettre ça sur la table. Et si ça ne se règle pas de manière diplomatique, ça se règle de manière contentieuse. C'est effectivement un des progrès, si je puis dire, que d'avoir enserré ça dans des procédures juridiques contraignantes. Ça n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits du système international. Très bien, merci. Pascal Lamy, merci beaucoup. À demain pour un autre talk Orange Le Figaro depuis l'Université d'été du MEDEF. Nous recevrons Michel Pébroux, président de BNP Paribas.